un rendez-vous hebdomadaire chaque mercredi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission M. Nicodème Habia, président du parti Les Démocrates. Monsieur le Président, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. Alors, le Parti des démocrates, avant donc d'éplucher ce parti, de connaître vos aspirations, de connaître les grandes lignes de votre parti, nous allons nous intéresser un peu à vous d'abord, M. Nicodème Habia. Vous n'êtes pas un inconnu sur la scène politique, vous avez même commencé un peu plus tôt. Alors, on vous a connu lieutenant de G-Chris Olympio. Vous êtes donc parti de l'Union des forces de changement. Vous avez aujourd'hui créé votre propre parti politique qui s'appelle les Démocrates. Monsieur Nicodème Habia, parlez-nous donc de votre parcours politique. Parlez-nous de votre parcours politique, Monsieur le Président Nicodème Habia. Merci beaucoup. Avant de commencer par l'UFC, j'ai commencé avec le PFC, ouais, le Parti des forces de changement, qui fait partie de l'UFC. C'est comme ça. Et j'ai été pendant longtemps le responsable de la jeunesse de l'UFC. Et après, je suis allé en exil 2-3 fois. Et je suis rentré en 2007. Qu'est-ce qui a forcé votre exil? C'est après la prison. J'ai été arrêté en distribuant les tracts et autres. Ouais. C'est ça. Donc après, j'ai connu l'exil. Je me suis exilé au Ghana, je suis rentré. Après, je suis encore reparti au Bénin. Après le rapport d'Amnesty International sur le Togo état de terreur. C'est ça. Et en ce moment, j'ai travaillé avec les camarades. Moi, j'étais ici, il y en a qui étaient au Ghana et au Bénin. Ouais. Et après, j'ai dû encore quitter le Togo pour le Bénin. Et après le Bénin, bon, je me suis retrouvé aux États-Unis. Et je suis encore rentré en 2007. Et en 2007, en 2008, j'ai créé mon association, qui est une association de défense des droits de l'homme. C'est ça. En ce moment, j'étais au Parlement. Et après, je suis allé au Parlement de la CEDEAO, là où j'ai servi notre communauté. J'ai été élu président d'une commission permanente genre, emploi et bien-être social à la CEDEAO, au Parlement de la CEDEAO, pendant 3 ans. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous avons créé notre propre parti après notre exclusion de l'UFC. C'est ça, qui est aujourd'hui le parti Les Démocrates, que vous connaissez tous. Alors, on a vu votre parcours n'a pas été de tout repos, M. Nicodème Habia. Est-ce qu'on peut vous comparer comme un rebelle en griffe de la politique togolaise? On a senti très tôt que vous vous êtes mis dans le rang de l'opposition, parce que quand on analyse votre parcours, PFC d'abord, qui est un parti de l'opposition, dans l'UFC, vous avez distribué des tracts, on vous a arrêté, vous avez fait la prison, vous êtes exilé, vous êtes revenu, vous êtes reparti, vous êtes encore revenu. Oui. On sent que vous êtes un rebelle de la politique togolaise. Avant ça, je voudrais vous rappeler que jusqu'à aujourd'hui même, dans le bureau du MO5, je suis toujours le responsable chargé des affaires des réfugiés du MO5. Voilà. Donc, évidemment, il y a des amis qui m'appellent le rebelle, Nicodème le rebelle. Il y en a qui m'appellent le téméraire. Il y en a qui m'appellent le général. C'est ça, colonel, etc. Donc, ce n'est pas un hasard. Chez moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu veux faire quelque chose, il faut faire ça. Il ne faut pas s'amuser. C'est comme ça. Et nous avons décidé de nous battre pour notre pays. Et c'est une décision ferme que nous avons prise. Après votre exclusion de l'Union des forces de changement, l'UFC, il s'est passé un temps, longtemps de silence. Alors tout le monde a demandé, Nicodème Habia, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rejoindre ses anciens amis, alors, le clan Jean-Pierre Fabre et autres, où d'autres se disaient, juste
jusqu'à quand il va se décider à créer son propre parti? On a vu que ça fait des mois avant que vous ne décidiez à créer votre propre parti. Et quelle a été la réflexion que vous avez nourrie avant de créer ce parti, les démocrates? Vous savez, un ancien combattant ne se lève pas comme ça pour aller à la guerre. Il faut encore se préparer, réfléchir, mûrir les idées avant d'y aller. C'est une question d'expérience. Nous ne sommes pas vieux en âge, mais sur le terrain politique, nous sommes âgés, c'est ça. Nous avons l'expérience. Nous sommes vieux sur le terrain politique. Et jusqu'à aujourd'hui, certains disent que Nicodème c'est un activiste. Je refuse pas. C'est ça, parce que nous ne sommes pas encore dans un état de droit. Nous ne sommes pas encore en démocratie. Nous nous battons toujours. Si nous avons pris tout ce temps avant de lancer notre parti, c'est parce que nous ne voulons pas faire de n'importe quoi. Et aujourd'hui, je ne suis pas le seul qui a créé le parti. Nous sommes nombreux, du sud jusqu'au nord. Nous sommes nombreux sur toute l'étendue du territoire. Nous avons nos représentants partout. Et permettez-moi de vous dire que c'est les amis même qui m'ont interpellé. Que, honorable, vous devez faire quelque chose, vous ne pouvez pas rester comme ça. Quand bien même je faisais des activités avec notre association. Mais il faut créer un parti. Et je ne suis pas le seul à créer ce parti. Nous sommes nombreux. Nous avons des gens partout, dans la Posso, dans les plateaux, au nord, au Grand Nord, dans les savanes, partout. C'est comme ça. Donc, si nous avons pris du temps pour lancer notre parti, c'est pour des raisons vraiment propres à nous-mêmes. Parce que nous voulons être sérieux, nous voulons être disciplinés et organisés sur le terrain. Enfin, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes sur le terrain politique, ça fait quelques années déjà, vous n'êtes pas encore vieux, je le rappelle. Vous êtes aussi proche de la jeunesse. Est-ce que votre parti, les démocrates, a un plan pour la jeunesse? On a vu qu'aujourd'hui, le gouvernement fait des efforts pour faire des projets pour les jeunes, des projets à caractère sociaux. Il y a le FAEJ qui est là, il y a l'ANADEB, il y a même le FNFI qui s'occupe et des femmes et des jeunes. Quel regard vous jetez sur ce qui se fait déjà et qu'est-ce que vous prévoyez? Parce qu'on a vu que vous êtes encore jeune et vous êtes beaucoup plus proche de cette jeunesse-là. Ouais, vous savez que je suis du quartier qu'on appelle souvent Soweto. Je suis de Baie à Blogamé. Et si vous voulez voir les jeunes qui n'ont pas de travail, c'est chez nous que vous allez voir ces jeunes. C'est ça. Donc je suis loin de ces jeunes délaissés par ce gouvernement. Allez voir notre quartier aujourd'hui, la pluie d'hier. Nous sommes encore inondés. Mais ces jeunes ne peuvent jamais être contents. C'est pourquoi nous disons, les démocrates, nous disons que sans les réformes, sans l'alternance politique, on ne peut jamais parler d'une jeunesse. Comme l'a dit le président Faure Gnassingbé lui-même, que c'est une minorité qui s'accapare de la richesse de ce pays, c'est une réalité. Tous ceux dont vous venez de citer, toutes ces associations, structures des jeunes, combien de jeunes bénéficient de ces structures? La grande partie, il faut être de l'unir. Il faut que tes parents soient de l'unir. Il faut qu'une famille, un parent de ta famille soit de l'unir. Je sais de quoi je parle. La jeunesse même, la grande partie de la jeunesse même souffre. Rien ne marche dans ce pays. Nous le disons encore, sans l'alternance, on ne peut jamais parler du développement. Parce que ce développement serait dans un coin, serait pour une minorité qui pille déjà les richesses de ce pays, comme l'a dit Faure Gnassingbé lui-même, qui n'arrive pas à mettre la main sur cette minorité. C'est grave pour le peuple togolais. Et dans vos plans d'action au niveau du Parti Les Démocrates, quelle synergie, qu'est-ce que vous avez donc pour cette jeunesse-là? Vous savez, nous encourageons cette jeunesse. Pendant les vacances, nous nous préparons pour aider comment dirais-je, on ne peut pas tout faire. Nous sommes un parti politique, surtout nouvellement créé. Nous pensons comment aider quelques jeunes pendant les vacances. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui, dire qu'un parti politique peut aider cette jeunesse.
ce n'est pas normal, c'est inacceptable. On n'a même pas ces moyens. Mais on peut parler à cette jeunesse, on peut former cette jeunesse. On peut dire à cette jeunesse, voici votre droit, voici ce que vous devez réclamer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous n'allons pas dire à cette jeunesse tout le temps, allez vous aligner et pendant la semaine passée, ou bien cette semaine, 50 ans de Fort Gnassingbé, quand on distribuait les choses, on appelait les jeunes à venir à aller s'aligner pour prendre des sacs et autres. Non, ça ce n'est pas une jeunesse. Ce n'est pas une jeunesse. La jeunesse est là. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont leur diplôme, qui n'arrivent pas à trouver du job à faire. Dans plusieurs jeunes. Le travail que les jeunes font aujourd'hui, c'est du zémidia. Vous-même, journaliste, qu'est-ce que combien on vous paye pour ce que vous faites? Moi, j'ai reçu 2 journalistes aujourd'hui chez mon bureau, au siège des démocrates. Quand je vois ces journalistes, je suis malheureux. Je pleure pour vous, les journalistes. Quand je vous vois, la manière dont vous vivez, je pleure pour vous. Mais allez au Ghana, au Bénin, Burkina Faso, pour voir les jeunes journalistes. Combien de journalistes ont leur bagnole? Combien de journalistes togolais ont leur propre bagnole aujourd'hui? Dis-moi, il n'y en a pas. C'est la souffrance, c'est la misère, c'est la galère. Nous ne sommes pas d'accord, nous les démocrates. Si vous voyez notre bureau, 90% c'est la jeunesse et les jeunes. Et nous nous battons, nous allons nous battre pour la jeunesse. Nous allons nous battre pour nos parents. C'est important pour nous. C'est important. Il n'y a rien qui va nous empêcher. Même si vous voyez notre logo, c'est Dieu seul qui peut nous empêcher. C'est Dieu seul qui peut nous dire, allez, descendez, n'avancez pas. Il n'y a rien qui peut nous bloquer. Quand les gens disent que je sais que vous allez venir là, qu'il y a d'autres partis qui sont déjà passés. Non! Non! Nous sommes là. Notre parti est créé en décembre passé. C'est ça. Donc, il n'y a rien qui peut, empêcher notre avancement. Non, il n'y en a pas. Nous sommes organisés, nous sommes disciplinés et nous sommes décidés, nous sommes déterminés à avancer. Alors, on a compris que vous avez des projets pour cette jeunesse, même si ce n'est pas explicite. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous recevons aujourd'hui dans cette émission 1 heure de vérité, Ololona Nicodème Rapia, président du parti Les Démocrates. Alors, le 21 mai dernier et le 4 juin, le week-end dernier, le combat pour l'alternance politique CAP 2015 et ses partis amis et alliés sont descendus dans la rue pour appeler le chef de l'État à opérer des réformes. Pourquoi le Parti des démocrates s'est associé à cette marche? Belle question, ça c'est une question vraiment intelligente. Ben, on était à Baie pour participer. Avant, nous avons demandé aux Togolais de sortir. Nous avons sorti des communiqués pour appuyer le CAP. Là où on parlera des réformes dans ce pays, nous y serons. Parce que avant les élections, nous faisons partie de ceux qui se sont battus pour les réformes avant les élections. On faisait même partie du front Tchobwe. On s'est battu, on était ensemble avec les ODDH. Au finish, on s'est retiré parce que ceux qui sont allés aux élections ont décidé d'aller à ces élections. Nous, on s'est retirés. Et nous avons continué. Pas de réforme, pas d'élection. Pas seulement réforme politique, non. Il y a des réformes sociales. Sont là. Il y a plusieurs réformes. Donc, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on était à la marche du CAP. Les 2 marches, on était aux 2 marches du CAP. Donc, même si le CAR a dit du professeur Goguet, d'autres partis appellent aujourd'hui à une réunion sur les réformes, les démocrates seront là. C'est comme ça. Donc, on a compris, le Parti des démocrates s'associe à toutes les forces vives qui pourraient donc œuvrer à ce qui est des réformes dans le pays. Alors, beaucoup d'observateurs pensent, à tort ou à raison, que la marche seule ne peut pas produire un miracle au Togo, ne peut pas donc contraindre le chef de l'État à opérer des réformes. Et ils se demandent même l'opportunité de cette marche. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies que vous pouvez explorer pour que vous puissiez atteindre
cet objectif-là qui est qu'on aille donc à ces réformes institutionnelles et constitutionnelles. Monsieur Nicodème Habia. Je crois que le nom de votre émission, c'est... Une heure de vérité. Une heure de vérité. Moi, je préfère même une minute de vérité. Moi, je vais dire toutes les vérités ici. Vous voyez. Vous savez, cette marche, c'est une bonne chose. Comme vous venez de le dire, là où nous sommes aujourd'hui, la population togolaise n'accepte plus la chose politique. La population togolaise est déçue. La population togolaise est fatiguée de la chose politique. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, nous savons très bien, même si vous suivez cette marche, il n'y a pas de monde. C'est la raison pour laquelle nous, les démocrates, nous sommes sur le terrain. Et nous ne sommes pas les seuls. Les autres partis aussi sont sur le terrain. Les autres partis aussi sont sur le terrain. Parce qu'il faut repartir à la base. Repartir chez nos bases. Parler aux gens. Si vous savez, vous voyez, notre mot clé, c'est éveil de conscience. Éveil de conscience. Il faut éveiller les gens. Les gens ne s'intéressent plus à la chose politique. Donc il faut aller dans les hameaux, aller dans les villages, aller dans les préfectures, dans les cantons, parler aux gens. Réveiller les gens. C'est ce que nous faisons, nous les démocrates. Et nous savons que les autres partis aussi sont en train de faire les mêmes choses. C'est ce qui est important. Mais comme vous le dites, je suis d'accord avec vous. Cette marche seule maintenant ne peut rien changer. Soyons honnêtes. Mais il faut redonner la vie aux gens. C'est un moyen de pression. Mais écoutez, mais comme on l'avait fait dans le temps, il faut aller chez les gens, parler aux gens, faire des porte-à-porte, aller dans les maisons, dans les quartiers, dire aux Togolais que sans les réformes, rien ne changera dans ce pays. Sans les réformes, cette minorité-là même va piller Faure Gnassingbé lui-même. Parce que c'est lui-même qui l'a dit, mais il n'arrive pas à mettre la main sur eux. Il ne change rien. Donc s'il ne sait même pas faire, cette minorité va le piller lui-même. Ah ouais, c'est comme ça. Donc il faut, c'est un mot, il faut dire au peuple que sans les réformes, il n'y aura rien de sérieux dans ce pays. Mais comme preuve, ce matin, moi je viens de voir le rapport du FMI dans l'espace UMOA. Le Togo est le premier pays endetté dans l'espace UMOA. Le Togo est le premier pays endetté dans l'espace UMOA. Vous pensez que c'est anormal? Mais c'est quoi? C'est anormal. C'est anormal. Un crime. C'est des crimes. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si une seule personne dans ce pays peut prendre sa carte Visa et peut prendre 200 000 $, ce qui fait 100 millions de francs CFA sur son compte, mais vous croyez que c'est normal? Oui, mais Et ce n'est pas la seule carte que cette personne-là possède. Non. Oui, mais Monsieur le Président, nous sommes après plusieurs années de léthargie où on a végété. Nous sommes dans une période de relance, de redressement du pays. On a vu les chantiers qui ont été en cours, les voies qui sont réhabilitées un peu partout. L'État ne peut pas faire ces chantiers, ne peut pas faire ces réalisations avec les moyens. Il n'y a même pas de moyens. Donc il faut faire des emprunts. Donc vous ne comprenez pas que c'est normal que le Togo puisse être endetté en voulant donc faire toutes ces réalisations pour pouvoir amorcer l'émergence du pays? Ça fait plus de demi-siècle que cette famille gouverne ce pays. Ça fait plus de demi-siècle. Mais ils n'ont pas quel moyen. De quel moyen vous voulez parler? Si une seule personne vaut des milliards, et vous ne parlez de... Mais allez poser cette question à... Comment dirais-je? À Panama Papers. Nous avons vu le rapport. Ce que Panama Papers a publié. Ceux qui pillent ce pays. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas 200 francs dans leur poche. Dans ce pays. Il y a des gens qui n'ont pas 650 francs pour payer bol de maïs. Demandez aux gens qui pillent là combien coûte un bol de maïs. Moi, je le sais. C'est à 650 francs. 600 francs ou 650 francs aujourd'hui, moi je le sais. Ailleurs même c'est 750 francs. 750, vous voyez. Donc, ça ne va pas dans ce pays. Si vous allez chez nous à Bain aujourd'hui, à, comment dirais-je, à Blogame, à Koresewa, à Dakpame, Bagida, à Vepozo, ben nous sommes inondés. Ben
vous voulez parler des routes et autres, on ne refuse pas. Mais si c'est pour ériger Agoué en préfecture qu'on a, comment dirais-je, fait des routes dans Agoué, on ne refuse pas. Nous, ils peuvent faire des routes chez nous aussi. À Flao, Zanguera et autres. Nous ne sommes pas contre. La préfecture d'Agoué, c'est une bonne chose. Ça va aider la préfecture d'Agoué à se développer. Mais ce qui cache derrière, ça c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Qu'est-ce qui est caché derrière? Nous sommes dans une heure de vérité, donc dites-nous toutes les vérités. Vous pensez que la loi votée par les élus du peuple en érigeant donc ces 4 préfectures, notamment à Guenivé, Oti Sud, Kwendial Ouest ou Mo, vous pensez que c'est stratégique alors que nous sommes entrés dans un processus de décentralisation? Je crois que la plus grande préfecture peuplée de la région maritime, c'est la préfecture de Zio. Mais pourquoi ne pas découper cette préfecture en 2 ou bien 3 parties? Et on laisse cette préfecture, on va faire toutes ces préfectures dans le Grand Nord. C'est politique. Vous devez le savoir, nous devons le savoir. C'est hautement politique. Nous allons revenir tout à l'heure donc à cet aspect de ce processus de la décentralisation. Nous parlions à l'instant de la marche organisée donc par le CAP 2015 et ses alliés. Alors, il y a eu une annonce qui a été surprenante, qui a été faite à l'issue de cette marche. Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC, a notamment déclaré que la marche est la seule arme que la Constitution met à votre disposition. Nous allons utiliser tout l'arsenal que la Constitution met à notre portée, donc a déclaré Jean-Pierre Fabre. Et une autre annonce de Jean-Pierre Fabre qui a dit que nous allons faire appel au président du Ghana et de la Côte d'Ivoire pour nous faire entendre, leur voix, pour dire à Faure Gnassingbé de respecter les engagements qu'il a pris devant eux et d'opérer dans les plus brefs délais les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Est-ce que vous comprenez cet appel de Jean-Pierre Fabre en demandant que les présidents ghanéens et ivoiriens interviennent dans ce processus? Bon, je comprends le premier appel à propos des marches pour qu'on ait des réformes. Mais la seconde, je n'ai pas compris parce que je n'étais pas là et je ne sais pas l'engagement que Faure Gnassingbé a pris devant le président du Ghana Mahama et celui de la Côte d'Ivoire Ouattara. C'est ça, là vous pouvez poser cette question à M. Fabre. Et vous pensez que dans ce processus, il faut contraindre Faure Gnassingbé à opérer des réformes, il faut des voies extérieures pour pouvoir le contraindre. Est-ce que à l'interne ici, au niveau donc des partis politiques, vous ne pouvez pas vous réunir en un front commun pour pouvoir faire parler vos voix à Faure Gnassingbé pour que ces réformes-là puissent être opérées? Vous savez, le président béninois Talon vient d'arriver. Personne n'a poussé Talon à faire des réformes. Parce que Talon, c'est un démocrate. En voulant faire une constitution, en voulant changer la constitution. Oui, parce que nous avions tous vu ce que Yahi Boni a voulu faire au Bénin. C'est ça qui a poussé Talon à dire non. Il faut changer cette constitution pour ne pas donner trop de pouvoir au président de la République. C'est tout. C'est ça. Et chez nous ici, comme vous venez de le dire, mais il faut, nous le disons souvent, chez nous les démocrates, qu'on n'a pas besoin de faire gendarme derrière Faure Gnassingbé avant qu'il ne fasse ses réformes. Mais comme il ne veut pas le faire, ben on est obligé de le forcer. Et comme vous venez de le dire, il y a encore des partis politiques qui se consultent. Il y a des partis politiques qui se consultent pour voir comment est-ce que si vous étiez à la rentrée politique de l'ADI l'autre fois, ben il fallait voir. Presque tous les partis étaient là. Presque tous les partis étaient à la rentrée politique de l'ADI. Et on a parlé, tous étaient contents. Que si l'opposition pouvait être ensemble, ce serait mieux, ce serait bon pour notre peuple. Parce que tout ce que l'opposition fait aujourd'hui, c'est le peuple qui paie le prix. Si l'opposition fait mal, c'est le peuple qui souffre. Et si l'opposition se sacrifie vraiment pour ce peuple, c'est ce peuple qui va gagner. Donc,
là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes obligés de tout faire pour gagner cette bataille. Dans le cas contraire, ce serait une trahison totale. Et le cap sera mis prochainement à l'intérieur du pays. Vous seriez toujours là, aux côtés donc, du cap 2015 de ses alliés, même à l'intérieur du pays. Nous allons toujours soutenir le cap. Nous allons toujours soutenir le cap. Pour cette question. Même si c'est Adi qui appelle à une manifestation à Dapaon ou à Mango, nous allons soutenir Adi. Si c'est le cas, nous allons soutenir le cas. Si c'est Clé, ou bien si c'est Parti Santé du Peuple, nous allons les soutenir. Et voilà. L'actualité politique est marquée ces derniers temps par la décentralisation. Comment au niveau du parti Les Démocrates, vous prenez cette question de la décentralisation? La décentralisation, tout ça, là, il faut en discuter. Normalement, ça fait partie des réformes. Mais il faut que Faure Gnassingbé soit explicite avec les acteurs politiques. S'il veut faire des réformes, il n'a qu'à discuter avec les gens. Il ne faut pas qu'il se lève et puis faire ce qu'il veut. Ce n'est pas normal. Vous voyez? On est d'accord avec des décentralisations. Mais il faut associer les autres. Il faut discuter avec les autres. On parle des réformes. Si tu veux faire des réformes, il faut être concret. Il faut être explicite avec les autres. C'est ce que nous voulons. C'est ça. Mais ce sont les partis d'opposition qui appellent Faure Gnassingbé à opérer des réformes. Alors si aujourd'hui on veut commencer déjà par ce processus de décentralisation en consultant d'abord les premiers acteurs, il y avait eu une polémique que les partis de l'opposition n'ont pas été consultés lorsque Faure Gnassingbé a décidé donc de prendre langue avec les chefs traditionnels, les chefs cantons et autres. Vous, au niveau du Parti Les Démocrates, comment vous pensez qu'on peut décliner donc le chronogramme pour qu'on puisse aller très vite à cette décentralisation et plus tard aux élections locales? Écoutez, ce qui est important maintenant, ce n'est pas aller coûte que coûte les élections locales. Chez nous, non. Parce que chez nous, nous sommes fermes. Pas de réforme chez nous, pas des élections. Parce qu'on ne sait pas de quelle élection il y aura. Et il faut des réformes pour que le jeu soit clair pour tout le monde. C'est ça. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est les réformes. Il y en a qui peuvent s'agiter pour aller aux élections, pour avoir 2, 3 maires ou bien 10 maires ou bien... Chez nous, non. Vous pouvez, sans la réforme, même réforme économique, vous pouvez avoir des maires. Mais comment est-ce que ces maires auront les moyens pour travailler? Vous irez à ces élections locales, avoir des maires, les conseils municipaux. Les moyens pour travailler. Où est-ce qu'ils vont trouver ces moyens? On va leur payer quelque chose par mois, c'est tout. Mais comment est-ce qu'ils vont gérer leur mairie? Comment est-ce qu'ils vont gérer leur mairie? C'est là la question. C'est là la question. Mais s'il y a des réformes avant ces élections, on saura comment un maire pourra gérer sa localité. C'est comme ça. Alors, vous pensez que le Parti UNIR peut utiliser valablement sa majorité mécanique à l'Assemblée nationale pour opérer ces réformes? Qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine passée au Parlement? Pour l'adoption de la loi pour les préfectures. Les 4 préfectures. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la différence? C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont même osé fouiller les députés. Ils ont empêché certains journalistes. C'est ça le problème ici. Mais comme l'a dit quelqu'un, le volcan est en ébullition, il ne reste qu'à s'éclater. On doit faire attention. C'est ça. Nicolas Mahbia, président du Parti Les Démocrates, que nous recevons aujourd'hui dans cette émission 1 heure de vérité. Faut-il craindre finalement l'organisation des élections locales à la USAG, c'est-à-dire voilà, le Parti uni qui décide donc de faire d'organiser les élections locales avec la majorité au Parlement? Voilà, ce parti a le vent en poupe, à la voie libre ou une voie royale pour organiser ces élections locales en ce temps, en ce moment. Comment est-ce que vous allez réagir au niveau du Parti des démocrates? Vous savez quoi, nous on n'a pas peur de toutes ces comédies d'élections ou autrement. Ils peuvent organiser les locales demain c'est jeudi. Et on peut les faire partir le vendredi.
Comment pouvez-vous les faire partir? Ouais, je parle en tant qu'homme. C'est ça. Ils peuvent. Ce n'est pas une question d'organiser les élections. Vous savez, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Non, on n'est pas là pour ça, pour s'amuser. Nous sommes là pour dire au peuple leurs droits. Ce qu'ils doivent, comment dirais-je, demander, réclamer. C'est ça notre rôle. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Organiser n'importe quelle élection, n'importe quel moment. Mais le jour va venir. Ils vont partir. C'est pourquoi j'ai dit à Faure Gnassingbé de savoir partir par la grande porte. Il faut qu'il sache partir par la grande porte. S'il va partir par la petite porte. C'est ça. Et voilà, nous allons aborder le chapitre économie de cette émission. Beaucoup d'observateurs voient des changements notables dans le pays. L'état des infrastructures qui s'est nettement amélioré, même s'il n'y a pas encore des routes à Blogamé et autres, il y a quand même des routes. La réalisation des routes, et la croissance économique du Togo se situe aux alentours de 5,5% en 2015. Il y a le climat des affaires qui s'est assaini. Aujourd'hui, tu peux en une journée créer ta propre société. Vous ne pensez pas que ce sont des avancées notables, majeures, palpables, sur lesquelles on peut quand même dire qu'il y a quelques avancées dans le pays? Vous savez, est-ce que... Je vais commencer par nos réseaux téléphoniques. Togocel, Togo Télécom, Move et autres. Mais combien de temps en une journée vous perdez vos réseaux? Mais vous voyez combien vous payez. Moi je suis avec le peuple, je suis dans le peuple. Si vous allez, vous visitez nos frères, nos soeurs qui travaillent dans les soi-disant zones franches, combien sont-ils payés? Combien? Leur traitement, comment ça se fait? Vous savez, si vous allez au port autonome de Lomé, la direction, c'est à peine, c'est avec difficulté que les gens arrivent à voir le directeur général. Parce qu'il est maire et directeur du port. Mais il n'y a pas des jeunes pour travailler. Est-ce que c'est parce qu'il est maire et directeur du port qu'il ne peut pas assumer les deux fonctions? S'il est compétent. Et il n'arrive pas à les assumer. Il n'arrive pas, on le cherche, on ne le trouve pas. Moi, je connais les gens, les blancs qui travaillent au port là-bas, qui se lamentent tout le temps. Que ça ne va pas dans le pays, que peut-être c'est eux qui s'occupent même des Togolais qui travaillent là-bas. Que ça ne marche pas. C'est ce que moi je vois tous les jours, c'est ce que j'entends tous les jours. C'est ça. Si les Togolais sont payés aujourd'hui à 20 000, 25 000, 35 000, 50 000 dans ce pays, non, ce n'est pas normal. Il faut dire la vérité aux gens. Une heure de vérité, il faut dire la vérité. Oui, nous y sommes. Oui, voilà. Ça ne va pas. Si vous allez dans nos villages, l'engrais, pour nos papas, nos parents, nos mamans, c'est difficile d'en trouver. C'est pendant les campagnes que vous allez voir les petits sacs d'engrais de 5 kilos pendant les campagnes. Il y a un oncle qui nous a appelé de Cloto. Il y a de cela 3 semaines, 4 semaines. L'engrais qu'on vendait, je ne sais pas, 7 000, 8 000, ça a augmenté à 13 000. Parce que l'élection vient de passer. Et pourquoi cette augmentation? Je viens de donner la réponse. L'élection vient de passer. Il faut augmenter. La diminution, c'est pour les élections. C'est pour les élections. C'est ça. C'est grave. C'est grave. Mais c'est le peuple qui a élu Faure Gnassingbé. Quel peuple a élu Faure Gnassingbé? Le peuple n'a pas élu Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a une fois encore volé les élections. Les résultats sont quand même là. Hein. Où sont les résultats? Montre-nous les résultats. Ben, on n'a pas de résultats. Proclamés par la Cour constitutionnelle. Ben, c'est pourquoi nous parlons des réformes. Nous avons quel CENI? Nous avons quel Cour constitutionnelle? Zéro. C'est ça. Même au niveau de l'armée, il faut faire des réformes. L'armée a présenté son bilan la dernière fois. Et ils sont très contents au niveau de l'armée. Oui, ils sont contents. Mais j'ai aussi des amis, des frères, des cousins dans l'armée qui m'ont appelé. Nicodème, est-ce que tu as vu ce que nous avons encore fait? Oui, j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des cousins dans l'armée qui ne sont pas pour ce qui se passe là-bas, mais c'est qui n'ont pas le pouvoir de réagir. Je peux te dire que 60 à 70% des gens de l'armée ne sont pas d'accord avec ce système. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. Ça, c'est Nicodème Rabia, parce que vous n'avez pas fait d'estimation. Ce n'est pas Nicodème Rabia. Voilà.
j'ai des amis, comme je viens de le dire, dans cette armée, qui ne sont pas contents avec ce régime. C'est comme ça. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont attendu lundi les 50 ans de Faure Gnassingbé pour lui présenter leur rapport. Ce n'est pas normal. Ben nous avons besoin d'une armée républicaine. Nous avons besoin d'une armée républicaine. Ceux qui sont dans l'armée, ben, ils ont leurs enfants. Vous voyez comment nous avons perdu nos compatriotes au Mali la fois passée. Eh ben, nos condoléances aux familles. Et ils sont morts pour notre patrie. C'est pitoyable. Hein? Nous devons du respect à cette armée. Nous devons du respect. Il y a des jeunes maintenant dans l'armée, des jeunes qui ont fait de grandes études. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons respecter notre armée. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a tout récemment effectué une visite d'État en Chine, avec à la clé beaucoup de retombées économiques. On a parlé de 18 milliards de francs CFA comme retombées économiques pour soutenir l'agriculture togolaise. Ils ont signé beaucoup d'accords. L'extension de l'aéroport général Gnassingbé de Lomé. On sait que la Chine a vraiment aidé le Togo pour la construction de la nouvelle aérogare. Quelle est votre opinion sur la relation entre la Chine et le Togo, M. Nicodème Mabia? Écoutez, c'est comme la nuit et le jour, hein? La relation entre la Chine et le Togo. Parce que, vous savez, tous ces prêts que le Togo est en train de faire aujourd'hui, comme tu viens de le dire, vous venez de le dire, quelles seraient les retombées pour ce peuple? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les hôpitaux sont là. Nous avions appris il y a de cela 1-2 semaines que le dernier scanner ou bien quoi là ne marche même plus. Ne marche plus. Mais quel pays? C'est abominable. C'est abominable. Si on dépense des milliards pour les aéroports, Niamtougou et autres, mais nous n'avons pas de scanner au CHU Sylvanus Olympio, ben c'est de l'insulte à notre premier président démocratiquement élu Sylvanus Olympio. C'est de l'injure à M. Sylvanus Olympio. Il faut qu'ils arrêtent cette pagaille. Ils doivent arrêter cette pagaille. Les milliards qu'ils volent, qu'est-ce qu'il faut avec ça? Ben on n'a qu'à bien payer les médecins, les enseignants, les fonctionnaires. Et on aura des retombées dans nos maisons. Bon, pour l'instant, il n'y a plus de grève. Hein. Je crois que les praticiens hospitaliers sont quand même rentrés dans leur droit. Ben, je crois qu'ils sont à l'écoute. Ils sont en train de t'écouter, qu'ils sont mieux payés. Maintenant, moi, je ne crois pas. Alors, puisqu'il n'y a plus de grève, on sait que chaque mercredi, on nous reçoit au niveau du centre communautaire Tokoin où les fonctionnaires essaient quand même de dire leur ras-le-bol. Apparemment, voilà, tout est un peu rentré dans l'ordre. Donc, le gouvernement aussi a fait des efforts conséquents dans ce sens. Écoutez, conséquences ou pas, ce que nous voulons dire, ça ne va pas dans ce pays. Nous n'allons rien dire pour endormir les gens. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut des réformes dans ce pays, il faut le changement de régime dans ce pays. Même si ça va dans ce pays, il faut des changements de régime dans ce pays. C'est comme ça, c'est important pour nous. Sinon, si vous voyez dans la sous-région, ben, le Togo reste le seul pays, il faut oublier la Gambie. Le Togo reste le seul pays, c'est pitoyable, ce n'est pas normal. Donc le changement, c'est par rapport donc, au nom, ou bien le changement de celui qui préside aux destinées du pays, même si celui qui est là actuellement fait des efforts. Voilà. Ben, le Togo, ce n'est pas une monarchie. Ce n'est pas un royaume. C'est une république. C'est une république. Nous voulons des changements. C'est tout. Nous voulons de l'alternance dans ce pays. Faure Gnassingbé, les Gnassingbé seuls sont là pendant 50 ans. Mais même Kara n'est pas développé. Kara n'est pas développé. Faure Gnassingbé est différent de Gnassingbé. C'est Gnassingbé, c'est même Gnassingbé. Il y a quelques réformes qui sont en train d'être opérées. On a vu l'opérationnalisation effective de l'Office togolais des recettes. Avant, c'était la douane et les impôts. Maintenant, c'est un office, l'OTR. Voilà, c'est quand même des réformes. Il y a l'éligibilité du Togo au
Threshold Fund du Millennium Challenge Corporation, un programme que vous connaissez bien puisque vous avez fait les États-Unis, qui permet donc aux États donc, de pouvoir fructifier leur économie avec des dons lorsque vous respectez un certain nombre d'engagements. Voilà, c'est quand même des efforts que le Togo fait pour voilà, souscrire à ces réformes. Vous savez, il y a une grande différence entre la diplomatie et la politique. C'est ça. Vous venez de parler de Millennium Challenge. Écoutez, qui vous a dit que le Togo a rempli tous ces critères? Le Togo n'a pas rempli tous ces critères, mais oui. Le Togo a quand même respecté un minimum de critères qui lui permet d'accéder au Millennium Challenge. Et maintenant, le Togo vise l'autre voilà, qui est beaucoup plus conséquent, qui va soutenir l'économie togolaise. Vous savez qu'il y a une organisation de droits de l'homme qui s'est opposée à ce que le Togo soit qualifié. Mais pourquoi? D'autres pays l'ont fait, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Il y a même tout récemment, on nous a dit que c'est le Ghana, c'est grâce au fonds donc, de Millennium Challenge que le Ghana a pu construire son motorway. Mais on ne refuse pas. Ouais. Comment est-ce que vous allez comparer un pays que les dictateurs gouvernent avec un Ghana que les démocrates, comment dirais-je, c'est la dictature ici. Au Ghana, il ne faut pas comparer le Ghana au Togo. Ici, c'est la dictature pure. Nous ne sommes pas en démocratie, nous ne sommes pas dans un état de droit. Au Ghana, c'est la démocratie. On s'exprime librement sur une radio. Il faut savoir qu'il y a au moins... Non, c'est un combat que nous avons mené. Les gens ont perdu, nous avons perdu des amis, des frères, des parents, pour avoir ce que nous avons maintenant. Ce n'est pas une faveur. C'est pourquoi nous devons continuer la lutte, pour avoir ce que nous voulons pour ce pays. Pour qu'on soit comme le Ghana et le Bénin. Ou bien le Burkina. C'est un combat, c'est le fruit d'un combat. Les gens sont morts à cause de ce que nous faisons ici aujourd'hui. Vous n'avez pas répondu à ma question. L'OTA, c'est quand même des réformes opérées par le gouvernement. Réforme bidon. Mais c'est une réforme bidon. Il y en a même qui se plaignent. Ceux qui même sont dans l'OTR se plaignent. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ils se plaignent comment? Mais que ça ne va pas. Depuis là, l'OTR tue l'économie togolaise. Mais ça augmente les ressources, les revenus de l'État. Voilà. Non, mais ça tue. Et ça n'augmente même pas. Parce que j'ai lu ça la dernière fois quelque part. Ça n'augmente même pas, c'est le contraire. C'est le contraire. Il ne faut pas tromper la population togolaise. Ouais, c'est le ministre de l'économie et des finances qui a fait le rapport. Ben, il est dans son rôle. À fin décembre, qui a dit que voilà, les ressources du pays ont augmenté jusqu'à 500 et quelques millions et qu'on vise à terme, à la fin de l'année 2016, au moins jusqu'à 600 milliards de revenus. 600 milliards de revenus pour le Togo. C'est quand même des... Non, il est dans son rôle. C'est tout ce qu'il peut dire au Togolais. C'est ça. Le Togolais lambda ne voit rien, ne profite pas de l'OTR. Si vous allez chez moi, les taxes, les impôts que nos parents payent dans les marchés, qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas? Zéro. Mais l'OTR est là. Vous venez de parler de l'OTR. Mais qu'est-ce que la population lambda trouve, bénéficie de l'OTR? Mais allez chez nous. Il n'y a même plus, nous sommes enclavés. Il n'y a même plus de pistes chez nous. Il n'y a plus de pistes dans nos villages. Pour aller chez nous, maintenant, il faut faire des acrobaties. Passer dans ce village, aller dans ce village avant de rentrer chez nous. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. De l'électricité, c'est des problèmes. De l'électricité, c'est des... Allez à Kévé voir. La nuit, c'est noir. Une préfecture. La nuit, c'est noir. Ce n'est pas normal. Même à Lomé, ici, on est coupé tout le temps. 2-3 fois par jour. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Nicolas Mahadia, le président du parti Les Démocrates que nous recevons dans cette émission Une heure de vérité. Nous allons éplucher aussi l'actualité internationale sur le continent. On parle d'abord du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire qui est loin d'être réalisé. Laurent Gbagbo, le procès est au niveau de la Haye. Simone Gbagbo qui encourt donc une prison à perpétuité avec son procès. Quel regard vous jetez-vous sur cette situation en Côte d'Ivoire actuellement? Vous savez quelque chose, le monde entier demande la libération de Laurent Gbagbo. C'est le monde entier qui demande aujourd'hui la libération de Laurent Gbagbo. Et si Laurent Gbagbo est en prison, comment est-ce qu'on peut parler de la réconciliation? Si sa femme est en prison,
comment est-ce qu'on peut parler de la, comment dirais-je, de la réconciliation? Ça, c'est un problème sérieux à Ouattara et son groupe aujourd'hui. C'est ça. C'est un problème sérieux à Ouattara et son groupe aujourd'hui. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent jamais parler de la réconciliation quand ces gens sont en prison, quand les gens du FPI sont en exil. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est difficile. Vous voyez, avant-hier, le Burkina Faso demande encore, relance encore le mandat d'arrêt contre Soro Guillaume. Ce n'est pas facile pour eux. Donc pour vous, le processus de réconciliation est loin d'aboutir. C'est très très loin d'aboutir. Il faut qu'on le reconnaisse. Et Ouattara aussi doit présenter ses excuses aux Ivoiriens. Parce que il a cherché le pouvoir par tous les moyens. Il a cherché le pouvoir par tous les moyens. Nous, on n'a pas les armes ici, mais nous avons la force, nous avons le peuple que nous organisons à prendre le pouvoir. Si Faure Gnassingbé ne veut pas quitter par la grande porte. Mais lui, il a utilisé les armes. Il a tué des milliers comment dirais-je, d'Ivoiriens pour être là aujourd'hui. L'actualité, c'est aussi Hissène Habré qui a été condamné, enfin. Est-ce que vous pensez que tous ces milliers ou ces descendants des milliers de victimes peuvent aujourd'hui faire pousser un ouf de soulagement après le procès de Hissène Habré? Écoutez, nous-mêmes ici, en tant que défenseurs des droits de l'homme et hommes politiques, nous avons poussé un ouf. Parce que c'est un bon signe pour le peuple africain. Vous ne devez pas oublier qu'en 2005, il y a eu des milliers de morts avant que Faure Gnassingbé ne vienne au pouvoir. Il y a eu des milliers, pour ne pas dire des centaines, avant qu'il ne vienne au pouvoir. Ce rapport est là aujourd'hui. Les parents de ces victimes sont là aujourd'hui. C'est pourquoi Faure Gnassingbé doit faire des réformes. Ashkroun doit aider Faure Gnassingbé pour qu'il sorte par la grande porte. C'est très important pour nous. Sinon, il faut que tout le monde voit ce qui s'est passé avec Hissène Habré au Sénégal. Un peu de sport pour terminer cette émission, une heure de vérité. Vous pratiquez le sport, on vous voit tout le temps dans des espaces de gym. Quel regard vous avez actuellement sur le sport togolais dans son ensemble? Parce qu'on ne va pas parler seulement de football. Tout le monde se plaint que la part belle est accordée au football, alors qu'il y a plusieurs autres disciplines. Par exemple, vous aimez par exemple les sports de force athlétique, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'au niveau, un jour, l'État va arriver à accorder une aide substantielle pour que tous les sports puissent se développer? Vous savez, moi, dans ma famille, nous sommes tous sportifs. Mon papa fait la boxe. Moi, j'ai fait du karaté. Toute ma vie, j'ai fait du taekwondo, du shotokan. J'ai fait le karaté sauvage. J'aime le sport et jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que je vais profiter pour féliciter les éperviers du Togo. Et même nous avions, avant le match, nous avons fait un communiqué pour soutenir les éperviers. Alors vous êtes l'un des rares partis politiques, il faut qu'on le rappelle, à faire un communiqué pour soutenir les éperviers. Merci beaucoup. Et ça prouve que nous sommes des jeunes vaillants, des jeunes dynamiques. C'est comme ça. Donc, il y a la musculature, etc. Bientôt, il y aura encore Adjatotoa, le sport que les jeunes aiment beaucoup. Il y aura ça, il y aura encore. Donc, aujourd'hui, il y a le karaté, il y a judo, il y a du basket, du long tennis, etc. Il faut que... Parce que c'est le sport qui nous fait rire un peu. Vous voyez, l'autre fois, le dimanche passé, c'était le dimanche. Ah ouais. Oui. Le match, on était tous câblés. Et on priait. Quand le Togo a égalisé, on a dit, oh, ça va maintenant, on peut prendre de l'eau ou bien de la bière. Ceux qui prennent de la bière, c'est ça, on était tous contents. Et ça fait que toute la semaine, moi, je suis content. Parce que les éperviers nous ont donné la joie. C'est ça, ils nous ont donné la joie. C'est très important pour nous. Donc, que le gouvernement sache que c'est le sport qui donne la joie à la jeunesse et même à tout le peuple. C'est très important. Il ne faut pas qu'ils minimisent un sport, donner plus de chance à un sport. Non. C'est très... Si vous allez au Ghana, partout,
Ben, c'est le sport. Le sport, c'est très important pour tout le monde. C'est comme ça. Donc, ce que nous allons dire ici, il faut qu'on donne une importance à tous les sports. Merci beaucoup, monsieur Nicodème Abia. Merci d'avoir partagé vos vérités avec nous dans cette émission 1 heure de vérité. Aujourd'hui, je rappelle que nous avons reçu l'honorable Nicodème Abia, président du parti Les Démocrates. Avec lui, nous avons décrypté l'actualité sociopolitique du Togo. Merci beaucoup, revenez quand vous voulez. Les démocrates vous remercient. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Sébastien Pelé qui a assuré la mise en onde de cette émission et à Gérard Koumé, numéro 2 au porte-parole du parti Les Démocrates. Merci à mercredi prochain pour l'actualité dans 1 heure de vérité. Salut.